messieurs, bienvenue sous le chapiteau de l'Assemblée nationale sur la piste aux étoiles pour notre nouveau spectacle, la commission d'enquête audiovisuelle. Les clowns de la représentation nationale sont déchaînés. À ne pas manquer également le grand numéro de dressage du rapporteur à l'oncle qui se frotte avec un courage sans limite aux vilains trotskistes de France Inter puis aux maoïstes de Radio France. Mesdames et messieurs, enfants sages, restez bien derrière la barrière. Le spectacle de l'Assemblée nationale est rempli de clowns dangereux et de numéros qui pourraient vous faire perdre toutes vos illusions dans la politique. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 5 février et depuis quelques semaines maintenant, l'Assemblée nationale semble avoir tronqué ses bancs contre les gradins d'un cirque un peu pathétique. En cause, la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Alors pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, voilà ce qui s'est passé hier en pleine audition. Media One est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. Merci. C'est tout ce que je dis. Et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois ? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Alors ces deux-là qui s'écharpent, ce ne sont rien de moins que le rapporteur et le président de cette commission. À gauche de l'écran, mais très à droite de l'échiquier, c'est le rapporteur. Il s'appelle Charles Aloncle, député UDR. Vous savez, c'est le groupe de Ciotti, affilié au Rassemblement national. Pour la petite histoire, juste au passage, c'est justement à l'initiative de l'ex-président de LR, Éric Ciotti, que cette commission est née. Et à droite de l'écran, celui qui fait mine de quitter la séance, c'est le président de la commission, Jérémy Patrier-Létus, élu quant à lui Horizon. Alors entre ces deux-là, la relation était déjà passablement électrique, mais cette fois, elle a fini de disjoncter quand le rapporteur a accusé à demi-mot, le président d'entretenir des liens avec les actionnaires de Media One, un poids lourd de la production audiovisuelle fondé notamment par Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Alors ce matin, les auditions ont repris avec Rachida Dati notamment. Jérémy Patrier-Létus a quand même pris soin d'en remettre une petite couche et de rappeler à l'ordre son rapporteur. Et ce n'est pas la première fois que ça a lieu, puisqu'il y a quelques semaines déjà, mi-décembre, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale en personne, a dû intervenir. Et encore une fois, c'était le rapporteur qui était visé. Parfois, les commissions d'enquête peuvent être dévoyées ou utilisées à des fins politiques. Il faut faire attention parce que c'est un formidable outil de contrôle du Parlement sur l'action des pouvoirs publics. Et donc, il faut veiller au respect des règles. Et les rapporteurs, les présidents doivent le faire. Donc, effectivement, les live tweets, le fait que des personnes auditionnées ou qui vont l'être l'apprennent par voie de presse interposée avant même de recevoir une convocation. On voit bien que parfois les auditions sont compliquées. Donc moi, j'appelle en tout cas chacun, le président et le rapporteur, à essayer de garder le maximum de dignité à cette commission d'enquête. Il en va de la crédibilité des travaux du Parlement. Vous leur avez dit, vous avez échangé à ceux qui animent cette commission d'enquête? Alors, je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur pour lui demander effectivement de revenir à un respect de nos règles et de nos usages, de telle sorte que la crédibilité de la commission d'enquête ne soit pas remise en cause. Alors on l'a dit, c'était mi-décembre, mais depuis, rien n'a changé. Les méthodes du rapporteur UDR sont toujours très largement décriées. La députée socialiste Aïda Hadizadeh s'est également exprimée et elle n'a pas mâché ses mots. Ce qui se passe dans cette commission,
est infamante pour la représentation parlementaire. Ce n'est pas digne du métier qu'on fait. Moi, quand je vous vois agir, monsieur le rapporteur, je n'ai pas l'impression qu'on occupe la même fonction. Moi, je suis scandalisée. Je me demande à quel moment vous allez arrêter ceci. Mais alors, n'allez pas croire que la gauche est la seule à dénoncer le petit manège du rapporteur d'extrême droite. En début d'année, Xavier Bertrand, le président Les Républicains des Hauts-de-France, s'est fendu à son tour d'une tribune pour dénoncer les agissements de cette commission d'enquête. Et il commence par ces mots. Entendez-vous ce silence assourdissant, celui dans lequel l'extrême droite œuvre méthodiquement pour tenter de mettre au pas des journalistes qui ne pensent pas comme elle? Le ton est évidemment donné. L'ex-ministre estime que nous assistons à un rendez-vous démocratique raté pour la commission d'enquête, otage du parti pris et des obsessions de son rapporteur. Il poursuit ainsi « Instruction à charge où l'accusation compte plus que les réponses, procès improvisé aussi détestable dans la forme que dans le principe et en définitive peu digne de notre démocratie ». Quitte à jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne s'agit plus de réfléchir à la réforme de l'audiovisuel public, à améliorer et à optimiser, mais de dénoncer, de chercher à discréditer, à casser, à mettre au pas pour mieux museler. Et rebelote encore ce lundi 2 février. Cette fois, ce sont 4 députés de la commission d'enquête qui ont écrit à Yaël Braun-Pivet pour lui demander de rappeler à l'ordre une nouvelle fois le rapporteur UDR. Il s'agit de Aïda Hadizadeh, qu'on vient de voir, la députée socialiste, de Sophie Taillé-Polian, l'élu Génération, d'Erwan Balanan, du Modem, et de Céline Calvez, de Renaissance. Encore une fois, on retrouve un peu de toutes les couleurs politiques, vous le noterez. Et pour ces 4 députés, Charles Aloncle s'est lancé dans une chasse aux sorcières. Je les cite, « Chaque audition jette en pâture sur les réseaux sociaux les personnes auditionnées, contraintes parfois de se justifier abusivement sur des éléments propres à leur vie privée et sans rapport direct ou suffisant avec leurs activités journalistiques ou l'objet de leurs interventions dans le cadre de l'audiovisuel public. » Alors évidemment, quand on lit ça, on pense à l'audition de Léa Salamé. La journaliste a dû longuement se justifier, notamment sur sa vie privée et sa relation avec son compagnon, Raphaël Glucksmann, eurodéputé et candidat déclaré à la présidentielle pour son parti Place Publique. Exemple de questions posées sans trembler des genoux par le rapporteur Aloncle. Encore une fois, le président Horizon ne peut se retenir d'intervenir tant la gêne est palpable. Alors je vous préviens, c'est un peu long, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est vraiment que si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, vous seriez aujourd'hui toujours à la tête du journal de 20h de France 2. Bon, moi, je vais vous laisser répondre. Je le redis quand même parce que c'est une question importante que le rapporteur, que tous les Français se posent. Je crois que vous avez apporté des réponses claires. Maintenant, je pense quand même qu'après des siècles et des siècles de combats, on peut quand même accepter que dans notre pays, une femme libre ne délègue ni ses choix politiques, ni sa pensée à son mari. Non mais, je termine. Merci. Je pense que je peux m'exprimer 2 minutes dans cette commission d'enquête. C'est agréable. Merci, monsieur le rapporteur. C'est agréable. Non, pas à chaque question. Je n'ai même pas posé de question. Vous pouvez vous exprimer. Je le dis clairement. Madame Salamé va vous répondre. Elle vous a déjà apporté un élément de réponse en vous disant que le jour où monsieur Glucksmann sera candidat à la présidentielle, elle s'y retirait. Personne ne l'interdit en France. Est-ce que c'est donc une supposition? Si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, qu'est-ce que vous feriez? Merci, Monsieur le Président, de reformuler ma question. Non, je pense qu'elle était très claire. Je n'ai pas besoin de leçon. Je pense que j'ai mis. C'est pas une question de leçon. Je pense que j'ai mis tout le contexte nécessaire et personne ici ne remet en question et en cause les compétences de Madame Salamé. Donc, Monsieur le Président, au lieu de reformuler exactement avec les mêmes termes les questions que je pose, je vais vous demander, parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont présents. Vous ne me demandez rien du tout, Monsieur le rapporteur. Vous ne me demandez rien du tout. On aimerait donner la parole à tout le monde. Bon, Monsieur le rapporteur, je formuler chacune de mes questions. Je vais simplement vous demander qu'on puisse avancer dans le débat. On y va. Je pense que j'ai été effectivement assez longue sur cette question. C'est pas moi, je suis pas patronne de France Télévisions. C'est pas moi qui décide qui présente le 20h. C'est pas moi qui décide qui est nommé ou pas au 20h. Donc je peux pas parler pour elle. Je suis pas la compagne de Jordan Bardella. J'espère que si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à faire son travail sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Je l'espère, jusqu'à ce que son compagnon soit candidat. Et
si elle me demandait conseil, la compagne de Jordan Bardella, qui serait peut-être journaliste, eh bien, je lui dirais, tant qu'il n'est pas candidat, tant qu'on n'est pas en période de campagne, tu ne vas pas faire du tricot. Il faut que tu travailles et tu es indépendante et fais-le. Quand il sera candidat, s'il est candidat, retire-toi pour protéger tes équipes et pour garder le lien de confiance avec les Français. Mais je ne suis pas compagne de Jordan Bardella. Alors voilà, c'est ça la méthode à l'oncle. Insinuer, jeter l'opprobre, tenter de déstabiliser et surtout faire de l'audience sur le dos des personnes auditionnées. Ce qu'il veut, c'est des petites séquences qui buzzent. Alors il pose des questions qui n'apportent rien au débat, voire même, c'est le cas dans cette séquence qu'on vient de voir, qui sont purement fictionnelles et sans intérêt. On demande donc ici à Léa Salamé de se projeter dans une hypothétique vie de couple avec Jordan Bardella, ça n'a aucun sens. Vous me permettrez quand même de souligner que, fiction ou pas, cette journaliste à la prestigieuse carrière, qu'on apprécie ou non son travail, se met toujours en retrait pour laisser son mec, fictif ou pas, briller sur le devant de la scène. Mais bon, passons et revenons à ce cher rapporteur à l'oncle et ses méthodes décriées. Elle ne se limite évidemment pas à Léa Salamé, d'autres y ont eu le droit. Il a par exemple reproché aux responsables de l'information de France Télévisions l'invitation de l'avocate franco-iranienne Shirin Ardakani. Cette dernière s'est vue, elle, reprocher un tweet où elle estime que, je cite, « la théocratie iranienne et les milices fascisantes qui traquent les étrangers aux États-Unis sont des forces d'extrême droite ». Alors forcément, ça n'a pas plu au rapporteur facho, vous en doutez bien. Il s'emporte et dénonce, je cite, « des rapprochements non seulement faux, mais aussi extrêmement graves et dangereux dans la manipulation de l'information ». Alors là, on rappelle quand même qu'on parle d'un tweet et pas d'une prise de position, bien que légitime, que l'avocate aurait pu tenir sur un plateau de France Télé. Le député UDR précise également, au passage, que l'avocate a été candidate à des élections sous l'étiquette du parti radical de gauche, voyez-vous là. Et d'un coup, on comprend bien ce qui coince. La principale intéressée, quant à elle, estime qu'on lui impute un délit d'opinion. Pour elle, il est inadmissible dans un état de droit que des avocats soient pris pour cible pour avoir exercé leur métier ou leur liberté d'expression. Et on ne peut que lui donner raison. Mais on sait bien que l'extrême droite n'en a que faire de l'état de droit. Et les exemples de la sorte sont nombreux. Au fil des auditions, Charles Aloncle exhume les engagements passés, des étiquettes politiques et des soupçons d'activisme pour discréditer les journalistes, les producteurs ou les dirigeants de l'audiovisuel public. Dans la même veine, le rapporteur a par exemple renvoyé le journaliste Pierre Aski à des engagements maoïstes datant de ses 14 ans. Il en a actuellement plus de 70. Aloncle a également demandé aux représentants du syndicat national des journalistes de France Télé de justifier des tracts de son syndicat appelant à combattre le Rassemblement national dans les urnes. Bah oui, parce que c'est bien connu, les journalistes n'ont pas d'opinion politique personnelle, ni d'origine sociale ou d'histoire personnelle qui pourrait venir teinter leur vision du monde. Ils vivent dans du formol toute l'année et on ne les sort qu'à l'occasion pour poser des questions à leurs invités. Enfin voilà, on marche sur la tête. Charles Aloncle semble bien moins préoccupé par le fonctionnement des rédactions que par la chasse aux supposés péchés idéologiques. Il épluche les parcours, décortique les réseaux sociaux, prête parfois des opinions et installe surtout le soupçon sur toutes celles et ceux qui travaillent à France Télé ou Radio France. Une entreprise évidemment de discrédit méthodique, parfaitement alignée avec le projet de l'extrême droite, qui n'a jamais fait mystère de son hostilité à l'égard de l'audiovisuel public. Et en plus de faire les affaires de son camp politique, opportunément évidemment, Aloncle profite de cette commission d'enquête et de son petit pouvoir de rapporteur pour se faire un nom. À la manière d'un influenceur bas de gamme et surtout sans morale compte tenu de sa fonction, il se sert de ses auditions grotesques pour alimenter son compte X en quasi-direct. Il diffuse des extraits choisis, régulièrement tronqués évidemment des passages gênants,
et surtout calibré pour le buzz. Il savoure au passage l'attention et la déférence que lui offrent les médias de l'Empire Bolloré, qui sera d'ailleurs bientôt convoqué devant la commission d'enquête, on le précise. Mais en attendant, cette semaine, hasard de dingue, Charles Aloncle se trouve en une du JDD News, gratifié d'une longue interview sur son œuvre et sa méthode. L'élu y explique que d'habitude, les rapports des commissions d'enquête servent à caler les meubles, voilà, merci pour les autres, mais qu'avec lui et le Rassemblement national, le Parlement va enfin faire son travail. Il compte bien, je le cite, tourner la page de l'impunité de la télévision et de la radio publique. Évidemment, dans tout ça, la perspective de la présidentielle n'est jamais bien loin. Je le cite encore, avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti, la fête sera finie, estime-t-il, en 2027. Ce que nous proposons aux Français, c'est de reprendre le pouvoir. Alors s'il fallait encore s'en convaincre, c'est chose faite. À 14 mois de la présidentielle, cette commission d'enquête est bel et bien un outil de communication politique. Mais alors, qui c'est ce Charles Aloncle qui semble déjà avoir les dents bien longues et surtout dont personne n'avait jamais entendu parler jusque-là ? Alors, petite précision, il s'appelle en vérité Charles-Henri Aloncle, selon l'état civil. Il est né à Versailles, son père est préfet, et il a fréquenté un bahut catho. Voilà, ça pose un petit cadre, mais attendez, ce n'est pas tout. En 2007, à l'âge de 13 ans, il s'entiche politiquement de Nicolas Sarkozy. C'est un véritable coup de foudre. Il crée peu de temps après l'UMP lycée, dans les Yvelines. Même chose quand il arrive à Sciences Po, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être repéré par l'équipe de son modèle. Il est tout content, mais forcément, en 2016, quand Sarkozy prend une pelle, le petit Charles-Henri, il déchante. Et assez vite, on commence à discerner la porosité de ses idées avec celle de l'extrême droite. Alors lui, il n'est pas du genre à avoir tenu le cordon sanitaire, au contraire. En 2018, d'une main, il brigue la présidence des Jeunes Républicains, qu'il rate au passage, et de l'autre, il fait campagne pour l'extrême droite. Alors pendant un moment, il met de côté la politique pour se plonger dans le monde de l'entreprise, mais finalement, à l'occasion d'un dîner en 2023, il tape dans l'œil de Jordan Bardella et quelques mois plus tard, après la dissolution surprise de l'Assemblée, le voilà parachuté candidat en Occitanie sous la bannière d'Éric Ciotti. Il gagne d'une courte avance, mais ne fait pas non plus le plus grand des effets à son arrivée à Paris dans l'hémicycle, jusqu'à l'opportunité rêvée de cette commission d'enquête qu'il voit comme un véritable tremplin pour sa carrière politique, quitte à en faire trop et à outrepasser les règles. Ne soyons évidemment pas de mauvaise foi ici, ces commissions sont souvent l'occasion pour les députés de se faire un nom ou de se placer comme experts. On peut évidemment citer par exemple Paul Vannier de LFI qui a fait parler de lui avec la commission d'enquête sur Bétarame, comme sa collègue Renaissance Violette Spilbou, ou encore du tandem Aurélien Saint-Toul et Quentin Bataillon pour celle sur la TNT. En revanche, la grosse différence tient dans le sérieux avec lequel ces députés abordent habituellement leurs travaux. Alors certes, ils profitent d'une exposition médiatique supplémentaire. Certes, il leur arrive de profiter également de ce temps-là pour régler leurs comptes entre eux. Mais contrairement à Charles-Henri Aloncle de l'UDR, les élus font généralement le boulot avec la rigueur et l'honnêteté intellectuelle qui sont attendus d'eux. Lui, Charles-Henri, il se contente d'attaquer, d'accuser et surtout il déforme souvent la réalité. On notera quand même au passage que ces méthodes du rapporteur sont également assez souvent singées par les représentants du Rassemblement national présents dans la commission. Un hasard probablement. On écoute à titre d'exemple Laurent Jacobelli, le vice-président du RN, qui ne digère pas du tout qu'une humoriste puisse faire des blagues sur son parti de pourri au prétexte que le service public est financé par tous les Français. C'était dans l'émission Zoom Zoom Zen de France Inter où une soi-disant humoriste, Camille Laurent, a déclaré, je cite, et pardonnez la violence des propos, ce ne sont pas les miens, ce sont les siens. Fuck le droit de vote, rétablissons la peste, balançons des poux pleins de typhus au siège du RN, voyons ce qui reste. Jordan a eu une variole mortelle, elle va le tuer en 3 jours. Marion Maréchal a les mêmes symptômes. Si tu veux, on l'achève. Je répète les derniers mots, si tu veux, on l'achève. Je crois que là, on n'est pas très loin de l'incitation au meurtre. Est-ce ça le rôle du service public dans une France Inter en roue libre, complètement partisane aujourd'hui et qui a déclaré la guerre éditoriale au premier parti politique de France? C'est grave,
probablement, en tout cas nous en parlerons, d'avoir une radio financée par l'ensemble des Français qui attaque régulièrement le premier parti de France et dont certains éditorialistes rencontrent des leaders de gauche pour empêcher une candidate à la mairie de Paris de pouvoir réaliser ses ambitions. C'est ça aujourd'hui France Inter. Or vous l'avez dit, et je vais vous citer Madame la Ministre, que le service public devait s'adresser à tout le monde et sur tout le territoire. Or, on a l'impression aujourd'hui que l'ensemble des Français, à travers les impôts, financent le service public de radiophonie, notamment ceux qui ne sont pas de gauche. Et donc, aujourd'hui, certains financent ce service public pour se voir insulter et faire rire certains qui sont les plus aisés, les plus urbains et probablement les plus à gauche. Alors ça pose deux questions. Une question sur la neutralité républicaine du service public de radio et une question sur le financement, parce que beaucoup de Français, des millions, en ont marre de payer pour se faire insulter. J'aimerais avoir votre avis, Madame la Ministre. Ah là là, le concept de liberté éditoriale, ça les dépasse complètement. Au RN, bientôt, ils vont nous pondre une loi pour que tous les contenus de l'audiovisuel public, voire au-delà, passent un contrôle idéologique mené évidemment par leurs soins avant toute publication. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Alors au final, ce cirque parlementaire révèle sans détour la stratégie de l'extrême droite qui rêve de façonner l'espace médiatique pour qu'il ne serve plus que son camp à la manière d'une CNews permanente. Imaginez l'angoisse. Pour eux, le journalisme est toujours suspect et toute voix discordante devient un ennemi à neutraliser. Charles Aloncle et ses alliés s'emploient méthodiquement à semer le doute, à distiller la peur et à transformer chaque audition en séquence calibrée pour le buzz, comme on prépare une campagne électorale. Alors, objectivement, pour nous, à gauche, l'audiovisuel public a déjà largement dérivé vers l'extrême droite depuis quelques années. Et cette dynamique ne fait que s'accentuer à mesure que se banalisent les idées. Mais pour le RN et ses alliés, cela ne suffit pas. Ils veulent des lignes éditoriales entièrement alignées sur leurs obsessions, des relais d'opinion, finalement, 24 heures sur 24, des médias qu'ils contrôlent pour propulser leur ascension au pouvoir. Bienvenue sur l'ORTF Nouvelle Génération. Et alors, on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Et si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble ou de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel que vous savez toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons évidemment besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet. LFI classé à l'extrême gauche, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, utilise l'outil administratif pour régler ses comptes politiques. Dans une circulaire publiée cette semaine, le ministère de l'Intérieur a attribué des nuances aux candidats aux élections municipales et l'on découvre que la France insoumise est à l'extrême gauche. Les autres partis du NFP sont quant à eux classés à gauche. Le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon, s'insurge. Peut-on avoir confiance pour les élections par quelqu'un qui truque les étiquettes politiques, dit-il. Alors LFI a saisi le Conseil d'État. Jolie manœuvre évidemment du ministère de l'Intérieur pour envoyer les extrêmes dos à dos, se payer les insoumis et cracher sur toute l'histoire politique du pays. Et puis c'est surtout l'extrême gauche, la vraie, qui va tirer la tronche. Être dans la même catégorie qu'un parti institutionnel qui se présente aux élections dans le but évidemment de les gagner et de gouverner, qui ne propose
propose pas de révolution à proprement parler et un programme économique pas moins radical que le socialiste Mitterrand en 81, ça va risque de les piquer un peu. Mais pourquoi respecter les sciences politiques et économiques quand on peut user de son pouvoir de premier flic de France? Les mots, vous le savez, n'ont plus aucun sens, les travaux historiques non plus, et vive l'ère Trump. Et on continue avec une info, le média. L'extrême droite veut faire sa loi dans les universités françaises. Alors que les élections étudiantes approchent, les syndicats étudiants d'extrême droite multiplient les attaques. À Nanterre, des étudiants ont été agressés par la cocarde vendredi dernier. Je vous propose de regarder ce reportage de Lisa Noyal et Andrei Manivit ainsi que Lorenzo. Vendredi 30 janvier, des membres du syndicat étudiant d'extrême droite La Cocarde ont agressé des étudiants de l'université de Nanterre. Cette attaque est survenue à quelques jours des élections des représentants du Crous. Marin, Mina et Ambre font partie des étudiants qui étaient présents. Revenus sur les lieux, ils nous racontent. Quand j'allais partir, c'était plus là-bas, là où ils tractaient. Donc j'ai vu le tract et j'ai fait demi-tour. J'ai aussi envoyé des messages sur les boucles de mobilisation pour prévenir qu'il y avait la cocarde. Immédiatement, en fait, quand elle a envoyé le message, donc c'était à 16h30 tout pile, j'étais en pause dans le bâtiment veille qui est juste à côté. Et en fait, très rapidement, je rejoins la camarade à la maison des étudiants et on prend un mégaphone avec un autre camarade de l'union étudiante qui est dans ma promo. Et du coup, effectivement, on fait très rapidement des tours d'amphi pour alerter de la présence de la cocarde, donc de ce syndicat fasciste, et aussi de dire aux étudiants et aux étudiantes de se mobiliser avec nous pour en fait, engager un rapport de force et pour les dégager de la fac. Et du coup, on continue à scander des slogans contre la cocarde, avec de plus en plus en fait, d'étudiants qui, sortant de cours, en fait, voient le rassemblement, voient les slogans qu'on est en train de faire et nous rejoignent. Donc en fait, on arrive à être environ 60, je pense, étudiants et étudiantes qui se mobilisent face à la cocarde. De plus en plus aussi d'étudiants se mettent sur les côtés pour empêcher en fait, la cocarde de tracter. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand la cocarde voit qu'ils n'ont plus aucune possibilité de tracter, quand ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire sur le parvis et que aucun étudiant, en fait, étudiante n'est d'accord avec leur présence, eh bien, ils décident de se replier vers la gare. Et en fait, c'est très rapidement une étudiante, enfin 2 étudiantes même, qui sortent en courant et en criant que quelqu'un avait été agressé. Et là, cette fois-ci, il y avait du coup toute la masse d'étudiants et d'étudiantes qui étaient présents sur le parvis, accourent directement dans la gare pour précisément aller voir ce qui se passe et aussi porter secours aux personnes qui ont été agressées. J'étais avec un ami, ils sont venus, ils nous ont encerclés ils nous ont séparés l'un et l'autre et ils nous ont encerclés à 5, donc pour nous embrouiller, pour nous mettre des coups de pression. Après un violent coup donné avec un poing américain, Mina ressort avec un traumatisme crânien. On a des images vidéo qui témoignent justement de la cocarde qui agresse des étudiants qui passaient de la gare, donc qui sortaient sûrement de cours. Et en fait, on a la cocarde qui était vraiment en bloc, attroupée ici, qui portait des coups contre des étudiants qui ne faisaient simplement que passer. À ce moment-là, on ne sait pas trop s'ils étaient armés. C'est compliqué de savoir avec les images qu'on a. Mais en tout cas, oui, c'était vraiment des coups très violents portés contre les étudiants. Et en fait, juste après, quand on est venu, la cocarde a fui et s'est réfugiée tout au fond de la gare, puis a remonté les escaliers avec nous qui les poursuivons. Et ensuite, petit à petit, il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui aussi montent en direction de la cocarde. Et en fait, c'est à ce moment-là où déjà on remarque qu'ils sont armés, c'est-à-dire que c'est des battes, c'est des poings américains, des gants coquets. Et aussi, une fois que les étudiants et les étudiantes étaient plutôt en hauteur, plusieurs membres de la cocarde avaient sorti des bombes à gaz pour gazer directement les étudiants et les étudiantes dans leur visage. Et donc là aussi, ça dure quelques minutes encore, où on continue à scander des slogans. Il y a aussi beaucoup de Nanterroises et de Nanterrois et de passagers en fait, du RER qui observent la scène et qui aussi manifestent aussi une désapprobation face à la présence de la cocarde. Il y a un membre de la cocarde qui est passé dans notre dos et qui a profité de la foule d'étudiants et d'étudiantes qui étaient en fait en bas pour passer dans mon dos et pour m'arracher de force le mégaphone que je tenais. Et donc c'est à partir de ce moment-là où tout s'est encore plus accéléré et où là il y a eu beaucoup plus de violence. L'étudiant donc était masqué et armé quand il m'a arraché le mégaphone des mains. Il a aussi poussé des personnes sur son passage et en fait il m'a arraché de force le mégaphone, ce qui m'a causé aussi des blessures. La dissolution de plusieurs organisations pro-Palestine et antifascistes sur les derniers mois, c'est un climat qui est très propice à la définition de l'extrême droite. Et donc ce climat général, il permet
d'avoir, je le disais, une extrême droite de plus en plus à l'aise à venir sur nos campus. On voit que l'extrême droite progresse au niveau politique, au niveau institutionnel, au niveau médiatique. Et forcément, cette progression a un impact sur tous les espaces de notre société, y compris la sphère universitaire. Ces idées, elles sont portées aujourd'hui par des organisations comme l'Uni et la Cocarde, qui sont tout simplement violentes dans leur discours, mais aussi de par leurs propositions, de par leurs actions. Et on l'a vu ce vendredi dernier à Nanterre. Dans nos universités, ils sont très minoritaires, seulement ils ont une place médiatique qui est énorme. On les invite sur tous les plateaux télé. C'est ça, la vraie chose, je pense qu'il faut retenir, c'est le fait que la majorité des étudiants aujourd'hui, elle est contre cette extrême droite, contre cette idéologie nauséabonde et qui ne veut que semer le mal et la discorde. On le voit, elle n'a pas d'autre moyen d'y arriver que la violence. La violence, on disait dans les mots, dans les programmes, la préférence nationale, mais aussi physiquement à agresser des étudiants, les tabasser dès lors qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. L'extrême droite, elle se serre vachement les coudes. Elle sait très bien se rendre service. C'est un petit monde, je le disais tout à l'heure, mais qui se connaît très très bien. Alors nous, en face, le camp social, le camp des travailleurs, le camp des étudiants précaires, on a besoin, nous aussi, d'avoir cette unité-là. La mobilisation contre l'extrême droite, c'est toute l'année. Et tenir des beaux discours pendant les élections étudiantes et même au-delà pendant les élections, c'est très bien. Mais que le travail, il se fait au quotidien pour ne laisser jamais aucune place à l'extrême droite et pouvoir toujours continuer à porter nos mots d'ordre progressistes pour une université, une société antifasciste, anti-impérialiste et qui lutte contre ces idées-là. Cette agression n'est pas un événement isolé. Mardi 3 février, une vingtaine de militants de la Cocarde auraient également agressé des étudiants à Aix-en-Provence. La veille, un responsable national de l'Uni a été filmé en train de faire un salut nazi. Les attaques commises par les syndicats d'extrême droite lors des périodes électorales à l'université se multiplient depuis plusieurs années, alerte des syndicats étudiants. Contactée, la Cocarde Nanterre n'a pas répondu à nos sollicitations. L'université Paris-Nanterre n'a pas non plus répondu à nos demandes. Elle déclare dans un mail envoyé aux étudiants. L'université Paris-Nanterre dénonce fermement de tels actes de provocation. Elle condamne cette agression ainsi que toute forme de violence. 77% des Français jugent que le travail ne paie plus en France. C'est un sondage BFM qui le dit. 4 Français sur 10 considèrent que travailler davantage ne permet pas de gagner plus. Toujours selon ce sondage, 46% estiment que les gains supplémentaires restent marginaux et n'ont qu'un impact très limité sur le niveau de vie. Alors ça la fout mal pour les libéraux, mais ils ont évidemment trouvé une explication, l'écart entre le brut et le net. Je cite BFM, les Français pointent d'abord l'inflation, jugée responsable de la perte de pouvoir d'achat pour 63% d'entre eux, et le coût du travail pour les employeurs, ça c'est 60%. 7 Français sur 10 jugent globalement que le modèle social, à savoir les cotisations, pèse trop sur les salaires. Mais cette musique ne fonctionne pas, il faut sans cesse le répéter, c'est la mondialisation, la concurrence entre les travailleurs, l'ubérisation et l'austérité qui ont fait baisser les salaires partout, nous précise Thomas Porcher, notre économiste maison aux médias. En effet, ce que les Français gagnent d'un côté, par exemple une baisse des cotisations ou un salaire net qui augmente, ils le paient très cher ailleurs, santé moins remboursée, services publics affaiblis. Pendant ce temps, depuis 30 ans, le SMIC a à peine doublé alors que les ultra-riches ont multiplié leur fortune par 14. Ah oui, alors peut-être que ça viendrait de là, moi je dis ça, je dis rien, mais la rente et l'héritage, ou encore être actionnaire et toucher des dividendes sur le dos des salariés, ça paie bien plus que le travail en France en 2026. 700 agents de la police anti-immigration, vous savez, la police ICE, se retire de Minneapolis. C'est ce qu'a annoncé l'émissaire de Donald Trump, Tom Homan, mercredi 4 février. Le président américain d'extrême droite justifie ce choix par la possibilité, je cite, d'une approche plus délicate en matière de politique anti-immigration. Cette décision intervient après des semaines de mobilisation et de montée en tension à Minneapolis et dans le monde entier, après l'assassinat de 2 citoyens par les agents de ICE. La présence de cette police de l'immigration dans cette ville de l'État du Minnesota, entrée dans le cadre d'une vaste opération fédérale baptisée Metro Surge.
Et malgré les meurtres perpétrés par cette police, Tom Homan parle tout de même, je le cite, de progrès significatifs, notamment en termes de coopération de la part des autorités locales gérant les prisons. Pour certains habitants de Minneapolis, le retrait de ces 700 agents n'est cependant pas suffisant. Des propos recueillis par nos confrères de RFI font état d'un sentiment d'insécurité avec le maintien de plus de 2000 autres agents de ICE à Minneapolis. D'autres se questionnent aussi sur ce retrait et se demandent s'il s'agit seulement d'un retrait de l'État du Minnesota ou simplement d'un transfert d'effectifs vers un autre État. Les doutes et les oppositions à cette police se font aussi entendre outre-Atlantique. Mercredi 4 février, le parlementaire du... Mercredi 4 février, le démocrate Sandro Ruotolo ainsi que le député du mouvement 5 étoiles Alfonso Colucci dénoncent le laxisme de Meloni face à la présence d'agents de l'ICE aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan. Les parlementaires parlent, je cite, d'une milice idéologique du président Trump. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Piantedosi, a assuré que l'ICE n'aurait aucun rôle opérationnel de police sur le territoire national. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous voulez nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Et n'oubliez pas, à partir d'aujourd'hui, nous sommes également disponibles sur la télé d'Orange, canal 235. Très bonne soirée sur Le Média.